Salam alaikum wa rahmatullah. Très heureux d'être parmi vous, même si c'est en distanciel. Je tiens à remercier Dr. Jeddan et le professeur Bousfiha pour l'invitation. Il m'a été demandé de vous parler, en tant que gastropédiatre qui s'intéresse aux erreurs inéliminées, de vous parler donc des manifestations digestives des erreurs innées de l'immunité. Alors, comme vous le savez, les manifestations digestives chez les enfants atteints d'erreurs innées de l'immunité viennent en deuxième position en matière de fréquence après les manifestations respiratoires. On admet globalement qu'il existe 30 à 50% des enfants, des patients atteints d'héroïne et d'immunité qui présentent des manifestations digestives. Dans notre registre algérien, publié l'année passée, on avait noté cela chez 38% de nos patients. Ces manifestations peuvent être inaugurales chez les patients atteints d'erreurs innées et d'immunité et elles vont être retrouvées essentiellement dans deux grandes catégories, celle des déficits combinés syndromiques et ceux de la dysrégulation immunitaire. Alors, ces manifestations digestives vont se présenter, comme pour toutes les autres manifestations chez les enfants atteints d'erreurs inéliminées, soit sous forme d'infection, d'inflammation, d'auto-immunité, d'allergie ou de néoplasie. Alors, lorsqu'il s'agit d'infection, ça sera essentiellement de la diarrhée infectieuse qui va se caractériser par une forme de diarrhée plus sévère, un peu plus prolongée, qui nécessitera un traitement anti-infectieux également prolongé et intense, et sera causée par des micro-organismes parfois atypiques et opportunistes. Alors, lorsqu'on a un enfant qui fait une diarrhée et on retrouvera du cryptosporidium ou du cytomégalovirus, là, on pensera éventuellement à un déficit immunitaire en dessous. Également, lorsque vous avez un enfant qui fait de la diarrhée et que vous allez retrouver un staphylocoque aureus ou un candida, cela devrait nous orienter vers certains types d'erreurs innées, de déficits immunitaires, notamment les granulomatoses septiques chroniques, les syndromes hyper-IgE et éventuellement les déficits immunitaires combinés. Alors, une autre manifestation, c'est les manifestations auto-immunes, et on parlera essentiellement de la maladie cœliaque. Alors, les enfants qui sont atteints de déficit immunitaire, d'erreurs innées de l'immunité, euh, pourront soit avoir une maladie cœliaque associée, une maladie cœliaque authentique, ou bien uniquement de l'auto-immunité cœliaque sans maladie cœliaque, ou bien une entéropathie qui n'est pas cœliaque, mais qui peut mimer une maladie cœliaque. Alors, pour faire la part des choses, on doit passer par la réalisation d'une sérologie cœliaque, qui va comprendre donc le dosage des IgA antitransglutaminase et également du dosage des IgA total. Euh, alors, si on a un taux bas, donc un déficit en IgA, là, il faudrait bien sûr être prudent et faire les IgG, antitransglutaminase ou anti-endomysium, comme sérologie. Bien sûr, il faudrait toujours, dans notre contexte, du moins en suivant les recommandations nationales de maladie cœliaque, il faudrait authentifier cette maladie en analysant histologiquement les biopsies bulbodiodénales. Alors, trois situations vont se présenter. Soit que nous sommes devant un enfant qui a une sérologie fortement positive avec une histologie qui suit, c'est-à-dire une lymphocytose intraépithéliale, une hyperplasie cryptique avec ou sans atrophie villositaire. À ce moment-là, nous sommes devant une maladie cœliaque authentique et euh, cette maladie peut être associée, dans le cas des erreurs innées de l'immunité, à certains types d'erreurs, notamment le déficit sélectif en IgA, également le déficit immunitaire comme invariable et
parfois également dans le déficit en C1 inhibiteur, donc l'angioedème héréditaire. La deuxième situation, c'est lorsqu'on a une sérologie positive, mais l'histologie est normale. Et à ce moment-là, soit c'est une auto-immunité cœliaque, sans maladie cœliaque, qui va à la longue évoluer et la sérologie va se normaliser, donc c'était une auto-immunité isolée, ou bien c'est une maladie cœliaque potentielle et elle évoluera avec le temps vers une maladie cœliaque authentique. Donc c'est le suivi et l'évolution, la surveillance de ces patients qui va nous permettre de savoir si c'est une maladie cœliaque authentique ou pas. La troisième situation, c'est lorsque la sérologie est soit négative ou faiblement positive, mais avec une histologie qui retrouve une atrophie villositaire, mais sans la lymphocytose intraépithéliale. Et c'est là où il faut toujours être prudent parce que ce n'est pas une maladie cœliaque. C'est quelque chose qui mime une maladie cœliaque et on doit penser aux erreurs innées de l'immunité. Et pour ceux qui se rappellent d'un cas que j'ai présenté il y a quelques années, c'était un enfant qui a été pris pour une maladie cœliaque parce qu'il avait une atrophie villositaire et que lorsqu'on a bien analysé la situation, après qu'il soit mis sous régime sans gluten pendant des mois et des mois sans aucune amélioration, c'était un enfant qui avait de la diarrhée avec de la dénutrition. Et lorsqu'on a réanalysé le bilan, on avait trouvé qu'il avait déjà une lymphopénie et que là, l'analyse histologique avait montré certes une atrophie villositaire, mais il n'y avait pas de lymphocytose intraépithéliale, il n'y avait pas d'hyperplasie cryptique, et donc c'est un enfant qui avait un déficit en CMH2, donc c'était un HLA-DR qui est, comme vous le savez, très fréquent dans notre région méditerranéenne. Donc, maladie cœliaque peut être le mode d'entrée dans un déficit immunitaire. D'autres maladies auto-immunes peuvent être présentes dans les héroïnes et l'immunité, notamment on peut citer l'hyperplasie lymphoïde nodulaire qu'on peut retrouver dans les déficits immunitaires communs variables, dans le déficit sélectif en IgA, la cholangite sclérosante auto-immune qui devrait euh, faire penser, parce qu'elle est associée au déficit en CD40 ligand, donc les hyper-IgM, les syndromes de Biscoff-Bridge, les déficits en HLA-DR, les hépatites auto-immunes, notamment dans les désordres de dysrégulation immunitaire, les IPEX syndromes, les XIAP, le déficit en XIAP, et également les déficits immunitaires communs variables. Alors, on arrive maintenant aux maladies inflammatoires et je vais m'attarder un tout petit peu sur les colites inflammatoires. Et les colites inflammatoires, elles sont classiquement euh, subdivisées en maladies de Crohn, en colites ulcéreuses et surtout chez l'enfant, les formes non classées, les colites non classées. Les colites inflammatoires représentent à peu près 25% en les formes pédiatriques représentent 25% de toutes les colites. Et la particularité, parce que les colites inflammatoires sont essentiellement polygéniques, mais la particularité des formes pédiatriques, et notamment des formes très précoces, qui surviennent avant l'âge de 6 ans, leur particularité, c'est l'existence d'une proportion de colites qu'on appelle colites monogéniques. Ça veut dire qu'ils sont dus à un seul gène, et vous avez toute une liste d'erreurs innées monogéniques qui peuvent se donc de colites monogéniques. Et bien sûr, je ne vais pas les voir avec vous toutes une à une, mais je vais parler essentiellement des qu'on voit plus fréquemment en pédiatrie. Donc, je vais commencer par le déficit en IL-10, l'interleukine 10 et son récepteur, qui va se manifester très tôt dans la vie par une maladie de Crohn sévère, avec une atteinte périnéale sévère. Vous voyez ici une ulcération très importante avec des ulcérations végétantes, des fistules, donc une atteinte périnéale très importante avec une maladie de Crohn luminale également ulcérée et réfractaire surtout. Et vous pouvez avoir comme signe associé donc une atteinte articulaire et une atteinte cutanée avec une folliculite. Donc l'association de ces signes-là doit faire évoquer ce déficit en IL-10 et son récepteur. Le diagnostic se fera bien sûr par l'étude génétique
et le traitement reposera sur la greffe de moelle. Une autre forme de colite monogénique, c'est le déficit en DIAP. Donc, c'est un syndrome lymphoprolifératif lié à l'X de type 2. Ça touche donc essentiellement le garçon, avec une triade d'une colite, d'une maladie de Crohn sévère, associée à une susceptibilité à la lymphocytose hémophagocytaire, donc, qui sera déclenchée essentiellement par l'Epstein-Barr virus, et euh, l'existence également d'une splénomégalie récidivante. Le diagnostic se fera encore une fois par la génétique, et également, le traitement reposera sur la greffe de bois. Donc, vous voyez que le traitement, ce n'est pas le traitement classique des colites inflammatoires, mais c'est le traitement de la mutation génétique, enfin de la pathologie liée à cette mutation. Donc, la greffe de moelle. Également, un autre type, le Biscuit-Bridge, qui peut se manifester par une colite inaugurale. Donc, ça va commencer carrément par une colite chez le jeune enfant. Cette fois-ci, ce n'est pas une maladie de Crohn, mais c'est plus une colite ulcéreuse. Donc, une colite ulcéreuse chez un très jeune enfant, pensez au Viscopoldrich. Maintenant, si on a la chance d'avoir les autres signes cardinaux, la thrombopénie, l'eczéma et les infections récurrentes, récidivantes, là, on pensera plus facilement à ce diagnostic. Et une fois que le diagnostic est confirmé, le traitement reposera sur la greffe de moelle. Le dernier, c'est l'APEX syndrome, donc c'est la polyendocrinopathie associée à une entéropathie et une dysrégulation immunitaire qui est liée à l'X. Secondaire, donc en rapport avec une mutation du gène FOXP3. Ça survient chez le très jeune nourrisson, donc très précocement, par une diarrhée rebelle avec une dénutrition sévère associée à des pathologies auto-immunes, donc un diabète de type 1, une thyroïdite auto-immune, et même de l'allergie, de l'eczéma et des cytopénies auto-immunes. Le traitement, encore une fois, reposera sur la greffe. Donc, pourquoi on insiste sur ces colites monogéniques? Parce qu'ils sont caractérisés par une morbimortalité très élevée, que le traitement est totalement différent du traitement classique conventionnel et qu'il repose essentiellement sur la greffe de moelle, et qu'une fois que le diagnostic est suspecté et retenu, ça nous permet d'anticiper et de prévenir certaines complications en fonction bien sûr de la pathologie, mais essentiellement l'évolution vers l'apparition de cancer. Et dans certaines pathologies, le cancer génétique est de mise. Alors, quand est-ce qu'on va suspecter ces colites monogéniques? C'est chez tout enfant présentant une maladie de Crohn ou une colite ulcéreuse avant l'âge de 6 ans, et encore plus avant l'âge de 12 ans. Si on a une histoire familiale, soit de colite précoce, soit d'erreur de l'immunité ou de décès dans la fratrie, notamment si c'est des garçons, lorsque vous avez une maladie périnéale, une atteinte périnéale très précoce ou très sévère, si vous avez également une résistance donc, au traitement classique des colites. Et lorsque vous avez une colite associée à d'autres manifestations, notamment les infections à répétition, des lésions cutanées ou articulaires, les lymphohistiocytoses, la lymphoprolifération et de l'auto-immunité et des tumeurs. Alors, comment on va diagnostiquer ces colites monogéniques? Bien sûr, on va faire toute l'exploration des colites. C'est une colite, donc on va faire notre examen clinique et avec de la biologie, donc la numération, comme on a l'habitude de faire, donc le bilan inflammatoire, la calprotectine éventuellement, et, euh, et on terminera bien sûr par l'endoscopie au TEPAS. Une fois que nous sommes devant une colite et qu'on suspecte l'existence d'une colite monogénique, on commencera d'abord par faire une sérologie HIV. Une fois que le diagnostic de l'infection HIV est exclu, on commencera par l'examen, enfin le bilan immunologique de première ligne. Donc, on commencera par analyser correctement la numération formule sanguine pour rechercher les cytopénies. Et ensuite, on fera le dosage pondéral des immunoglobulines, IgME,
les sous-populations lymphocytaires et le test d'oxydation, donc que ce soit le dihydrorhodamine, le DHR, ou le nitrobleu de tétrazolium, le MBT. Alors, si tous ces bilans sont négatifs, là, on va rechercher des mutations génétiques des formes homogéniques les plus fréquentes, c'est-à-dire l'APEX, le XIAP et l'IL10, ces récepteurs. Si également ces résultats sont négatifs, à ce moment-là, on recherchera les autres formes homogéniques moins fréquentes. Et si on n'a pas ces formes, ces mutations sont également non retrouvées, à ce moment-là, on déroulera le génome. Bien sûr, ce n'est pas euh, une exploration qui est disponible dans tous les cas. Donc, c'est l'intérêt de se faire aider par les centres qui sont déjà avancés dans ce domaine, d'où l'intérêt donc de la collaboration dans ces pathologies assez rares. Toujours dans les manifestations euh, digestives, on a les erreurs innées qui vont se manifester par de l'allergie et donc ça va être de l'allergie alimentaire. À ce moment-là, on pensera notamment au déficit en B8, à l'IPEC syndrome, le syndrome de Wiskott-Aldrich et les déficits sélectifs en IgA qui peuvent, toutes ces pathologies, pas que, vont se manifester par éventuellement de l'allergie alimentaire. Et je termine par les manifestations néoplasiques, notamment les lymphomes et les carcinomes gastrico-hépatiques. Et les lymphomes devraient inciter les médecins soignants, quand ces lymphomes surviennent chez des enfants petits, à rechercher l'existence d'un déficit immunitaire en dessous. Alors, une forme, enfin une pathologie particulière, je terminerai par cela, c'est le syndrome hyper-IgE par déficit en stade 3, donc le syndrome de Job. Et euh, il est caractérisé par la possibilité d'avoir une symptomatologie œsophagienne. Ça peut être le reflux gastro-œsophagien pathologique qui peut être compliqué par une œsophagite peptique, voire même évoluer vers la sténose peptique. Mais vous pouvez avoir également une dysphagie en rapport soit avec une candidose œsophagienne, soit avec une œsophagite aéosinophile, et en dernier, la possibilité d'avoir une dysphagie en rapport avec un trouble de la motricité qui peut se voir dans ces syndromes IPIGE par déficit en stade 3. Donc, c'est des pathologies connues qu'il faudrait donc rechercher chez des enfants qui ont une dysphagie œsophagienne. Et je terminerai juste par cette manifestation particulière qui est la perforation intestinale spontanée, qui est également décrite dans les syndromes hyper-IgE par déficit en stade 3. Donc, je conclue en disant que les manifestations digestives dans les erreurs innées de l'immunité sont assez fréquentes, d'où l'intérêt pour mes collègues gastropédiatres de connaître ces pathologies, en l'occurrence les erreurs innées de l'immunité, que la manifestation et la présentation peut être très variée, allant de la diarrhée infectieuse avec ses particularités dans les déficits immunitaires, aux manifestations auto-immunes, notamment la maladie cœliaque, aux manifestations inflammatoires, donc la colite inflammatoire, et euh, là, donc j'ai insisté un petit peu sur les colites monogéniques. Ça peut être de l'allergie ou de la néoplasie. Bien sûr, ce n'est pas que les erreurs innées qui sont à l'origine des manifestations digestives chez les enfants. Quand on entend les bruits de sabots, il faut penser au cheval, certes, mais il faut, si on veut, quand on parle du domaine des erreurs innées limitées, il faut penser aux zèbres. Et donc, n'oublions pas, dès que nous avons des manifestations digestives qui paraissent un petit peu particulières, soit en matière de sévérité ou de précocité, il faudrait penser aux erreurs innées de l'immunité. Et je vous remercie de votre attention.